Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce petit déjeuner conférence de la Fédération des tiers de confiance. Je suis ravi de voir que le lancement du groupe de travail blockchain attire apparemment beaucoup de monde. J'espère que le sujet de ce matin va vous intéresser. Nous avons lancé ce groupe de travail pour mesurer les impacts, les risques et les opportunités de l'utilisation partielle ou totale de cette technologie blockchain qui existe depuis maintenant près d'une décennie, même si elle n'est d'actualité et intéresse autant de monde que depuis peu de temps. Donc, ces impacts, risques et opportunités sont très importants pour les professionnels et les acteurs dont l'activité repose sur la confiance, notamment les professions réglementées, qui font partie des membres fondateurs de cette fédération, mais aussi les acteurs de la signature électronique, autorités de certification, autorités d'enregistrement, et également les tiers archiveurs qui utilisent ces technologies cryptographiques depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, en introduction, je voulais rappeler que le Forum économique mondial avait, lors d'un récent sondage, estimé que 10% du PIB mondial serait stocké dans des technologies blockchain d'ici 2025. Bon, ce sont des experts qui font des prédictions à long terme, mais la tendance est donnée, et je pense que le chiffre est relativement important à l'échelle mondiale. L'émergence du Bitcoin et de la blockchain qui sous-tend cette invention est quelque chose d'assez récent, 2008, je vous ai dit, mais qui repose sur des principes qui sont anciens et qui remontent au Moyen-Âge pour certains. Je rappellerai ici le principe de la Walla, qui est le principe de l'échange de monnaie, qui est déjà un principe d'échange de monnaie peer-to-peer, ou, à titre anecdotique, les pizzini, qui sont des petits bouts de papier pliés d'une certaine façon et que s'échangent les mafieux de Cosa Nostra pour garder la confidentialité. Et ces techniques reposent sur 3 points clés qui sont l'absence de registre centralisé, la confiance et le peer-to-peer. Donc ce sont des éléments que nous aurons l'occasion de mieux comprendre et découvrir ce matin au travers de cette conférence et, j'espère, avec les travaux de notre nouveau groupe de travail. Donc vous en saurez beaucoup plus tout à l'heure. J'aime bien rappeler la définition de la blockchain donnée par la Banque centrale d'Angleterre, qui définit la blockchain comme une technologie qui permet à des gens qui ne se connaissent pas les uns les autres, donc par exemple cette assemblée, où certains se connaissent mais d'autres ne se connaissent pas encore, et se connaîtront mieux grâce au groupe de travail, j'espère, mais qui permettent à des gens qui ne se connaissent pas les uns les autres de faire confiance ensemble à un registre des événements partagés. Tous les mots sont importants et avec une définition assez simple, on a quelque chose qui est d'une portée mondiale de la première importance. Donc cette blockchain qui permet de se passer du recours à un tiers de confiance comme intermédiaire est quelque chose qui évidemment intéresse au premier plan la Fédération des tiers de confiance, qui la préoccupe et qui l'intéresse, et c'est l'objet du lancement de ce groupe de travail. Je voudrais dire, pour terminer cette introduction, que les technologies que la blockchain utilise sont des technologies, en revanche, très, très familières de celles dont nous faisons la promotion depuis maintenant près de 15 ans, qui sont les technologies de la signature électronique, les technologies de la cryptographie, comme le nom crypto-monnaie l'indique, et la blockchain elle-même, qui est un journal des événements scellé, quelque chose que nos tiers archiveurs et nos éditeurs de solutions coffre-fort électroniques utilisent depuis plus de 10 ans dans leurs journaux à valeur probante, dans ceux que nous avons promus, dans ceux que nous avons mis en avant, apportés aux commissions de normalisation AFNOR. Et donc, c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Fabrice, qui va lancer officiellement cette conférence avec sa première présentation. Merci Fabrice. Merci. Donc, mon objectif pendant les 15-20 prochaines minutes, même si je m'excuse, j'ai perdu une partie de ma voix hier, mais le micro est en bonne qualité, ça devrait aller, c'est de démystifier la blockchain, d'expliquer les principes de fonctionnement et d'essayer, c'est pas évident en 15 minutes, d'expliquer en quoi on parle de rupture, en quoi ça peut être un vecteur de rupture pour un certain nombre de métiers qui reposent sur la confiance.
Avant de rentrer dans le qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, et en fait pourquoi les gens, certaines personnes en tout cas, ont inventé la blockchain. On a inventé la blockchain parce qu'on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de l'extension du web, alors qu'au départ Internet et le web étaient faits pour que les gens puissent communiquer au maximum entre eux de façon peer-to-peer, l'évolution a fait qu'en fait, beaucoup de choses et beaucoup de services se sont hyper centralisés autour de certains acteurs qui ont un pouvoir énorme aujourd'hui. On parle d'Amazon, on parle de Facebook, de Uber pour les voitures, d'Apple pour tout ce qui est musique et tout ce qui est iTunes. Et en fait, c'est tout. Je ne vais pas répéter les chiffres qui sont sur ce slide, mais ces acteurs-là ont un pouvoir énorme dans la mesure où l'un d'entre eux pourrait décider du jour au lendemain soit d'arrêter le service, soit de multiplier ses prix par 2, soit de les augmenter, sans que les utilisateurs n'aient aucun choix. Et les impacts seraient immédiatement beaucoup plus importants que dans les services, dans l'utilisation de services classiques. Si on prend Uber, si on compare Uber et les taxis, c'est un peu le sujet qui fait le buzz en ce moment. Uber, régulièrement, décide d'une période sur laquelle on va augmenter les prix de 5, 10, 15%. Personne n'a le choix, ni les conducteurs qui empochent une partie de cette hausse, ni les utilisateurs qui sont obligés de la payer. Si Uber décide d'arrêter du jour au lendemain, toutes les voitures, en fait, on n'a plus aucun client parce qu'on n'a plus moyen de réserver un taxi. Donc ces acteurs ont un pouvoir énorme. Et ce pouvoir qu'ils ont, c'est du pouvoir qui est enlevé aux utilisateurs finaux, qui sont obligés de faire confiance à des acteurs qui sont même pas régulés ou très peu régulés. Uber, c'est une société anonyme. Facebook aussi, quasi aucune régulation. Bon, ils sont obligés de respecter un certain nombre de lois, même pas forcément toutes d'ailleurs en fonction des pays. Mais ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pouvoir qui est aujourd'hui quasiment démesuré au regard du nombre d'utilisateurs et des masses très importantes d'argent qu'ils brassent. L'idée de l'invention de la blockchain et du Bitcoin, c'est de pouvoir en fait réaliser des transactions en bypassant les acteurs centralisés. Donc, l'objectif, c'est de partir en fait, de passer d'une situation où les plateformes donnent un pouvoir, en fait, on donne la totalité du pouvoir aux créateurs de ces plateformes, de redonner une partie ou toute partie du pouvoir aux utilisateurs finaux, en faisant en sorte qu'ils puissent travailler, échanger de la monnaie, par exemple, sans passer par un intermédiaire financier, si on prend un cas d'usage de la blockchain qui est le plus connu, le cas du Bitcoin et de la monnaie numérique. Et pour faire ça, en fait, on utilise les principes de la confiance décentralisée. Alors, c'est quoi la confiance décentralisée en quelques mots? L'idée, c'est d'accorder une confiance à un système, à une plateforme qui est distribuée, sans accorder la confiance à un acteur en particulier. D'ailleurs, c'est de faire confiance au système sans faire confiance à la totalité des acteurs, en tout cas à chacun des acteurs. Et les systèmes sont construits en sachant que certains acteurs vont essayer de détourner le système, vont essayer d'être malveillants et vont essayer, par exemple, de voler des bitcoins, si on parle du bitcoin. Il n'y a pas non plus de single point of failure, puisque tous les participants ont un rôle complètement équivalent dans le symétrique. Donc il n'y a pas de point faible unique qui permettrait d'arrêter le système rapidement avec une action malveillante sur un point central, comme c'est le cas sur l'ensemble des services web aujourd'hui qu'on utilise tous les jours. Donc ça, ce sont les principes de la confiance décentralisée et ça repose en grande partie sur le peer-to-peer et sur la distribution des informations sur chacun des nœuds du réseau. On va prendre le cas, en fait, aujourd'hui, quasiment la seule application de la blockchain, en fait, il y a beaucoup de buzz, mais la seule application qui est vraiment en production, qui est vraiment utilisée autour de la blockchain, aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Et donc, prenons le cas du Bitcoin, et pour essayer d'expliquer les avantages, en tout cas les caractéristiques principales qui font que c'est une rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme monnaie numérique. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un équivalent numérique du cash, mais réellement. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut entrer dans le système sans aucun contrôle, sans aucune vérification, comme n'importe qui pourrait entrer dans un système monétaire cash sans aucune vérification. Il suffit qu'on lui donne un billet de banque. Moi, en fait, si je n'ai pas de dollars, j'ai jamais vu un dollar. Si quelqu'un me donne des dollars, je peux commencer à les utiliser et à payer en dollars. Donc, en ça, je rentre dans le système d'échange du cash dollar. C'est pareil pour le Bitcoin. Si certains d'entre vous n'ont pas de Bitcoin et que vous en voulez, vous avez une chose à faire. Vous téléchargez un petit programme sur votre ordinateur, vous le démarrez, vous créez une adresse qui est l'équivalent d'un numéro de compte à peu près. Vous donnez cette adresse à quelqu'un qui veut vous envoyer des Bitcoins et vous avez les Bitcoins tout de suite, sans encore une fois aucun contrôle, aucune vérification. Une fois que vous avez ces Bitcoins, vous pouvez les échanger. Ce que fait la plateforme, ce que fait la blockchain, en fait, elle fait en sorte que le transfert soit
quasi instantané. Alors quand on parle de quasi instantané, c'est en réalité pas instantané puisque la technologie Bitcoin, pour la technologie Bitcoin, il faut environ 10 minutes pour réaliser une transaction et faire en sorte que la transaction soit comptabilisée. En fait, quand on dit la transaction est réalisée, c'est qu'elle est vraiment comptabilisée et on ne peut plus la modifier, elle est considérée comme acquise. Elle est irrévocable et il est certain. Le système vérifie également que les bitcoins échangés sont des vrais bitcoins. Donc si on voulait faire ça avec du vrai cash, il faudrait que chaque personne qui s'échange de la monnaie ait un détecteur de fausse monnaie et que chaque échange passe au travers de ce détecteur de fausse monnaie. La blockchain fait exactement ça pour le Bitcoin. Donc on voit que beaucoup de possibilités, donc je ne parle pas des possibilités d'utilisation frauduleuse, d'achat de marchandises interdites, mais également de faire l'équivalent du black qu'on fait au cash, on peut en faire avec du Bitcoin en contournant complètement tous les systèmes de taxation en vigueur aujourd'hui. Et la fraude principale, d'ailleurs, le potentiel de fraude le plus important avec ces monnaies électroniques, c'est plus une fraude aux taxes, aux impôts, à la TVA, qu'une fraude pour l'achat de matières qui sont interdites. Donc comment tout ça fonctionne ? Supposons que Alice et Bob, vous allez retrouver, dès que vous allez rechercher sur Google comment utiliser Bitcoin, vous allez retrouver Alice et Bob qui veulent s'échanger à Bitcoin. Donc supposons qu'Alice veuille envoyer un Bitcoin à Bob. Comment elle fait ? Alice va télécharger ce petit programme et le petit programme va créer une transaction d'envoi d'un Bitcoin du compte d'Alice au numéro de compte que Bob lui aura donné, son adresse Bitcoin. Cette transaction, elle est envoyée sur le réseau et elle est répartie sur toutes les machines, sur tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous ici démarre un nœud Bitcoin, j'envoie une transaction, cette transaction elle va aller sur tous les nœuds et chacun va le recevoir sur sa machine. Ensuite, un système qu'on va détailler un tout petit peu tout à l'heure tire un des participants au sort. Donc on ne peut jamais savoir qui va valider la transaction. Un des participants est tiré au sort pour mettre ensemble un certain nombre de transactions et créer ce qu'on appelle un bloc, signer ce bloc-là et l'intégrer dans la blockchain. À partir du moment où ce bloc est créé, c'est ça qui prend environ 10 minutes, à partir du moment où ce bloc est créé et inséré dans la blockchain, on considère que la transaction, elle est réalisée, puisqu'on va la retrouver en fait dans la blockchain. Cette personne qui est tiré au sort, il reçoit des nouveaux bitcoins en fait, qui sont créés, quand on prend le cas du bitcoin. Dans le cas des autres monnaies électroniques, c'est aussi comme ça, ou des frais, ça dépend. Là, aujourd'hui, on reçoit environ 25 bitcoins. Donc 25 bitcoins, le cours du bitcoin aujourd'hui, c'est un peu plus de $400, $460, ce qui fait environ 10 000 euros de récompense pour celui qui réussit à créer un bloc et à être tiré au sort. C'est très difficile, donc c'est pas la peine d'essayer, on n'y arrivera pas. Mais chaque 10 minutes, il faut savoir que chaque 10 minutes, on crée 25 bitcoins qui sont donnés à l'ordinateur qui a réussi à créer ce bloc-là. Donc cette récompense, elle est donnée à ce nœud du réseau. Le bloc, il est sécurisé de manière cryptographique et ajouté à la blockchain. Il est confirmé, en fait, et on dit que la transaction, à ce moment-là, elle est confirmée. Et Bob va pouvoir retrouver cette transaction de « j'ai reçu un bitcoin » dans la blockchain. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir utiliser cet argent pour l'envoyer, pour faire d'autres transactions, pour acheter quelque chose éventuellement. Donc qu'est-ce que la blockchain finalement, si on compare par rapport au système classique où une banque a le registre centralisé de l'ensemble des transactions qui sont effectuées entre les comptes, là on est sur un système où il n'y a pas de point central. On a dit chaque nœud a l'ensemble du registre, donc le registre est distribué sur chacun des nœuds. Donc cette blockchain, cette fameuse blockchain, en réalité, quand vous démarrez votre petit programme que vous avez téléchargé, elle est téléchargée sur votre ordinateur pour pouvoir être utilisée pour valider que les transactions sont valides. Aujourd'hui, elle fait environ 66 gigabytes. Donc c'est un gros fichier qui grandit chaque jour puisqu'il contient l'ensemble des transactions depuis la création de la blockchain. Donc si on prend la blockchain Bitcoin, depuis 2009, en fait, cette blockchain de 66 gigabytes va contenir l'ensemble des transactions depuis la création du Bitcoin. Et elle est distribuée sur tous les nœuds, et chaque nœud, en fait, de façon complètement symétrique, va valider des transactions et créer de nouvelles transactions. Et donc, elle se décompose en fait sur une chaîne de blocs, comme son nom l'indique, la blockchain, et chaque bloc contient un ensemble de transactions, et chaque bloc se référence l'un à l'autre pour aller jusqu'au tout premier bloc, et vérifier que c'est comme ça qu'on vérifie en fait que l'ensemble des transactions est valide. Il faut savoir que la blockchain ne contient pas de compte, elle ne contient que des transactions et toutes les vérifications de la validité pour vérifier si j'ai bien des bitcoins, mais on vérifie que j'ai bien reçu une transaction à un moment donné qui m'a donné des bitcoins et que j'ai pas encore dépensé cet argent-là. On a parlé tout à l'heure de tirage au sort. Donc un d'entre nous va être tiré au sort pour recevoir ses 25 bitcoins pour valider le bloc. Il y a deux façons de tirer au sort.
Aujourd'hui, la chaîne Bitcoin, la blockchain Bitcoin, par exemple, utilise la preuve de travail. Donc la probabilité qu'une personne soit tirée au sort, elle dépend en fait de la quantité de travail, donc de la puissance machine. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que le Bitcoin aussi consomme beaucoup d'électricité, de la puissance machine qui est mobilisée pour essayer de calculer des nombres aléatoires et être tiré au sort. Et à ce moment-là, la récompense, elle est donnée quand on parle de preuve de travail. La monnaie, elle est créée au fur et à mesure de la création des blocs. Au début du Bitcoin, il y avait, dans le tout premier bloc, en fait, il y a eu 50 Bitcoins de créés. Et en fait, il y avait uniquement 50 Bitcoins en circulation. Quand on a créé le deuxième bloc, il y en a eu 100, etc., etc. Et à la fin, il y en aura environ 21 millions de Bitcoins, et il n'y aura jamais plus que 21 et quelques millions de Bitcoins en circulation, une fois qu'on sera arrivé à l'asymptote de la courbe de création de Bitcoin. Ça, c'est la preuve de travail. Donc, en fait, il faut mobiliser beaucoup de puissance machine pour valider les blocs. On a aussi une preuve de participation, où là, le tirage au sort se fait, en fait, en fonction de la monnaie virtuelle qui est sur chacun des comptes. Donc, en gros, on crée l'ensemble de la masse de monnaie virtuelle au départ de la création du système. Et ensuite, à chaque nouveau bloc, on va tirer au hasard une pièce. En tout cas, on peut comparer ça à un tirage au sort d'une pièce parmi les millions qui ont été créés au départ. Et c'est celui qui a cette pièce-là sur son compte qui va avoir le droit de miner le bloc. Si le compte n'est pas actif, on va en tirer un autre. Et donc, en fait, la probabilité de récompense, elle dépend du nombre de la quantité de monnaie qu'on a sur son compte, et aussi, parfois, souvent même, du temps pendant lequel on va garder cette monnaie. À ce moment-là, la récompense, elle n'est pas faite par création de monnaie, puisque l'ensemble de la création de monnaie est fait au départ de la création du système, mais elle est faite en prélevant des frais sur chacune des transactions. Les blockchains aussi, l'ensemble des blockchains aujourd'hui, on parle de pseudonymité. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les intervenants en fait, travaillent avec la blockchain au travers d'un pseudonyme qui est une adresse, qui est créé au départ. Donc en fait, c'est un système qui est assez original dans la mesure où il est 100% anonyme. En fait, on ne voit passer sur la blockchain Bitcoin, sur l'ensemble des blockchains, que des adresses. On ne sait pas qui est derrière ces adresses, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. N'importe qui peut, sans aucun contrôle, se créer des adresses. Donc il y a pas de moyen simple de savoir qui est derrière une adresse. Mais par contre, une fois qu'on a accès à la blockchain, on voit tout ce qui se passe sur la blockchain. On a l'ensemble des transactions, en fait, qui passent d'une adresse à l'autre. On peut savoir quelle adresse a envoyé combien de bitcoins à qui, à quelle autre adresse, plutôt pas à qui, et à quel moment. Et en fait, tout est complètement transparent. Ce qui fait qu'on peut analyser de façon très simple l'ensemble des transactions et qu'on peut faire des contrôles de conformité. Alors, AML, c'est anti-money laundering, c'est l'anti-blanchiment. Par exemple, des contrôles d'anti-blanchiment, certains analystes disent qu'il est beaucoup plus facile de les faire sur une blockchain, à partir du moment où on connaît les identités des participants, que dans le système traditionnel qui est assez opaque, puisque en fait, chaque banque a sa propre base de données et puis ne partage que ce qu'elle a bien envie de partager de sa propre base de données. Sur une blockchain, on voit l'ensemble des transactions et donc on peut analyser les flux financiers pour voir est-ce que potentiellement on a beaucoup de petits montants qui commencent à converger vers la même adresse pour devenir un gros montant et être utilisé, ce qui est un des patterns de l'anti-blanchiment. Les limites du système, parce que ce n'est pas une baguette magique, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et dans n'importe quelles conditions. On a une première caractéristique, c'est le fameux problème des 51%, où le réseau va continuer à fonctionner si un certain nombre d'acteurs sont malveillants, parce que en fait, leurs transactions vont être rejetées automatiquement par le système. Par contre, si plus de la moitié des acteurs, des 51%, des acteurs, donc 51% sur des gens qui, en fonction des caractéristiques du tirage au sort. Donc, si on est sur de la preuve de travail, si plus de 51% de la puissance totale de calcul est entre les mains d'acteurs malveillants, à ce moment-là, le système peut être corrompu. Donc, quand on est dans preuve de participation, si plus de 51% de la masse monétaire est entre les mains d'un groupe d'individus malveillants, à ce moment-là, le système peut être corrompu également. Donc, en fait, on voit bien que l'enjeu de la confiance qu'on peut accorder à ces systèmes-là dépend très fortement du lancement, où le lancement, en fait, forcément, au tout départ, 51%, plus de 51% vont être dans la main d'un petit nombre d'individus. Il est important que ces individus-là soient honnêtes vis-à-vis du système et n'aient pas des intentions malveillantes. Notre problème, c'est la gestion et la perte des comptes ou des bitcoins, puisque si aujourd'hui, donc je donne l'exemple, vous voulez avoir des bitcoins, vous téléchargez ce petit programme, vous devez mettre un mot de passe sur votre machine. Si vous perdez le mot de passe-là, vous perdez l'ensemble des bitcoins de vos bitcoins, et il est complètement impossible de les retrouver. C'est-à-dire que vous perdez votre mot de passe, vous perdez, ou votre clé privée en réalité, vous perdez vraiment votre argent, mais comme si vous aviez un billet de 500 € et que vous l'aviez mis dans le feu de cheminée, il est impossible de le retrouver.
Alors qu'aujourd'hui, là c'est un des avantages du système traditionnel, si vous perdez vos numéros de compte, vos identifiants web, vos carnets de chèques, vos cartes de crédit, vous perdez tout ce qui vous relie à la banque. Si vous allez à votre banque avec le passeport, on va vous retrouver et on va vous redonner accès à votre argent. Avec les bitcoins ou avec toutes les blockchains, c'est juste pas possible. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la confidentialité et la capacité à filtrer les entrées dans le système. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut entrer dans le système, ce qui, pour un système financier traditionnel en Occident, n'est pas idéal, on va dire. Impossibilité également de refuser une transaction. Si je reçois des bitcoins de la mafia russe, ben, je ne peux pas les refuser. Et si, à un moment donné, le régulateur voit, tiens, pourquoi Fabrice a reçu 1000 bitcoins de la mafia russe, eh bien, en fait, ben, je dois m'expliquer. Je peux dire, je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'on me croie, mais en tout cas, je ne peux pas refuser ces transactions-là. Et enfin, impossibilité également de révoquer une adresse. Donc, il n'est pas possible pour le système de dire, à partir d'aujourd'hui, cette adresse-là ne peut plus utiliser le système. Moi, si à partir du moment où j'ai une adresse et j'ai des bitcoins, je peux les dépenser comme je veux, sans qu'on puisse m'empêcher de le faire. Donc vous voyez que le système a des règles de fonctionnement qui sont systématiquement respectées. Donc on peut faire confiance. Quand on dit ce sont des systèmes de confiance, la confiance qu'on accorde, c'est que les règles sont systématiquement et irrévocablement respectées. Par contre, on ne peut pas en ajouter d'autres facilement non plus. Donc il y a un certain nombre de règles qu'on ne peut pas ajouter facilement, ce qui limite quand même les cas d'utilisation actuellement en tout cas. On parle aussi maintenant d'utilisation des blockchains pour faire autre chose que de l'échange de monnaie électronique et l'échange de bitcoin. On va parler de smart properties. Il est possible aujourd'hui d'utiliser l'ensemble des blockchains pour stocker l'équivalent d'un titre de propriété. Donc finalement, quand on parle de monnaie électronique, ce qu'on stocke dans la blockchain, c'est le fait que je possède un certain nombre de bitcoins que je peux utiliser. Au lieu de stocker que je possède des bitcoins, on va stocker que je possède quasiment n'importe quoi. Un des cas d'utilisation aujourd'hui qui est donc... c'est-à-dire potentiellement des expériences en fait dans certains pays pour le cadastre, pour des registres de propriété de véhicules, des certificats de naissance ou de décès, etc., etc. Dans le secteur financier, beaucoup sur la partie possession des titres, mais un des cas d'utilisation en fait intéressant et puis assez neutre, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de registre centralisé là-dessus, c'est la gestion des diplômes pour éviter la fraude aux diplômes. L'idée est que les écoles mettent envoient dans la blockchain la possession des diplômes aux étudiants qui ont le diplôme et que tout le monde puisse le vérifier en consultant la blockchain. Un autre cas d'utilisation connu, c'est Namecoin, qui permet en fait de créer des noms de domaine et d'utiliser la blockchain pour stocker ces noms de domaine-là. Les noms de domaine, c'est les adresses Internet que vous saisissez quand vous voulez créer votre site Internet. Eh bien, en fait, on peut en acheter et les stocker dans la blockchain en bypassant tout le système normal en fait, de distribution des noms de domaine. Smart contract, donc ça c'est l'idée en fait de gérer une relation en fait entre parties et de gérer les conditions du déclenchement souvent des échanges de flux financiers d'ailleurs entre les parties en fonction d'un certain événement. Donc on va, au lieu d'écrire, en gros on peut faire le parallèle parce que c'est quand même un peu ça, au lieu d'écrire les termes du contrat en langage naturel en français, on va les écrire en code machine compréhensible par la blockchain, et on va stocker ça dans la blockchain. Et au moment où l'événement déclencheur va arriver sur la blockchain, eh bien, en fait, le contrat va s'exécuter. Donc, si on prend, par exemple, dans le cas d'un héritage, si à un moment donné, la blockchain reçoit l'événement décès d'un tel, on va regarder est-ce qu'on a un testament dans la blockchain pour cette personne-là. Si oui, eh bien, en fait, on va dire envoyer autant d'argent à telle personne, autant d'argent à telle personne. Et le contrat va s'exécuter et ensuite va se débloquer complètement. Donc ce sont ces deux piliers, Smart Properties et Smart Contracts, qui vont permettre de créer sur la blockchain en fait tout type d'applications, en tout cas d'autres types d'applications que l'échange de monnaie électronique. Et quand on parle de Smart Contracts, souvent qu'on va dire c'est là où les tiers de confiance, potentiellement une partie de l'activité de certains tiers de confiance peut être transférée sur la blockchain grâce au développement de Smart Contracts. Avez-vous besoin d'une blockchain? Alors, ça vaut le coup de se poser la question. On ne va pas passer non plus en revue. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de définir pour chacun d'entre vous si vous en avez besoin ou pas. Mais ce slide a pour vocation de dire que la blockchain, ce n'est pas non plus une baguette magique à tous les problèmes. Il y a finalement pas tant de cas d'utilisation que ça où on a vraiment besoin d'une blockchain. On a vu, c'est d'abord une base de données qui est distribuée. Donc souvent, il suffit d'une base de données classique et on n'a pas forcément besoin d'une blockchain. Par contre, si la base de données doit être accessible en lecture par beaucoup de personnes qui ne se font pas confiance et qu'on a besoin de confiance dans le système, là, éventuellement, on a besoin de blockchain.
et pas toujours de blockchain publique comme les celles du Bitcoin, parfois de blockchain hybride. Blockchain hybride, c'est une blockchain qui est partagée par un certain nombre d'acteurs, par exemple par toutes les banques, mais à laquelle n'importe qui ne peut pas accéder. Seulement, les acteurs autorisés peuvent accéder à cette blockchain-là. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on investigue les cas d'utilisation réels dans l'économie réelle, on va dire, de la blockchain, on anticipe que probablement les blockchains hybrides sont les tout premiers types de blockchain candidats à une utilisation généralisée. Uberiser Uber grâce à la blockchain, là aussi c'est un peu paradoxal. Ce que l'on voit en fait aujourd'hui quand on regarde, on parle d'Uber mais on pourrait faire la même chose avec Airbnb, un certain nombre de startups sont en train de se monter pour en fait, ce que fait Uber, outre le fait de déployer des applications qui permettent de réserver des taxis, mais en fait ils gèrent la transaction, l'échange de fonds entre le passager, le conducteur, en prélevant une petite partie en face, et il vérifie que la course a bien été effectuée. Ça, en fait, on parle souvent d'objets connectés à une blockchain. Ça peut être complètement fait par une blockchain. Donc, les acteurs qui sont aussi, finalement, assez menacés, si ces technologies venaient à être très largement déployées, sont des acteurs assez récents, Uber, Airbnb, qui sont des plateformes très centralisées, qui gèrent principalement des flux financiers, qui, en fait, c'est le tiers de confiance pour mettre en face l'utilisation d'un service et le paiement le paiement d'un flux financier en échange de la prestation de ce service-là. À partir du moment où on peut détecter la prestation de service automatiquement et le diffuser à la blockchain, on va pouvoir utiliser les blockchains pour faire ça, ce qui fait que l'intérêt des acteurs actuels va très sensiblement baisser. Et quand on parle des voitures connectées autonomes, à ce moment-là, c'est encore pire, puisqu'on pourrait directement faire venir la voiture et puis prendre une course avec une voiture sans même aucun conducteur, grâce à la blockchain, en fait, qui ferait la commande elle-même, qui enverrait la commande au véhicule qui serait complètement autonome. Et là, on est un peu plus dans la science-fiction, même si certains disent que ça prendra une petite dizaine d'années pour qu'on commence à voir ce type de cas d'utilisation. Enfin, une question importante, et on finira cette présentation sur ce slide-là, c'est quels sont les business models de la blockchain. Aujourd'hui, en fait, il n'est pas évident, il est même très difficile. On est dans des environnements qui sont hyper décentralisés. Donc, dans l'économie classique, où on a un acteur qui produit le service et qui est là, en fait, au milieu, qui met en relation l'ensemble des individus, les business models sont assez simples à mettre en œuvre. Ensuite, il faut qu'ils fonctionnent. Mais en tout cas, à concevoir, c'est je prélève des frais, ces frais sont reversés à cette personne-là. Là, on n'a pas d'acteur central, donc il n'est pas évident de construire des business models autour de la blockchain. Et en fait, on peut comparer la maturité, alors pas technologique, parce que la technologie, elle est assez mature, elle fonctionne bien, mais la maturité au niveau business et cas d'utilisation de la blockchain, avec ce qu'on avait dans les années, au début de la Terre, enfin un peu avant les années 2000, où en fait les utilisateurs, les gens utilisaient Napster, Casa, alors pour ceux qui se souviennent, ce sont des systèmes d'échange peer-to-peer de fichiers. Et qu'est-ce que faisaient les utilisateurs? Ils s'échangeaient des films, de la musique de façon illégale. Mais en tout cas, le service rendu, pourquoi les gens faisaient ça? Parce que bon, là, c'était gratuit, c'était illégal et gratuit. On va dire que ça coûtait moins cher, mais surtout les fichiers étaient accessibles en quasi temps réel. Je n'avais pas besoin d'aller acheter mon CD à la Fnac. Je me connectais à un Napster ou à Casa, je le téléchargeais. Il ne fallait pas se faire attraper parce que c'était illégal. Comme aujourd'hui, on a sur les blockchains Bitcoin des utilisations qui sont illégales aussi, parce que ce n'est pas contrôlé. On est à peu près à ce niveau de maturité-là. Du côté musique, en fait, on a vu apparaître depuis des systèmes en fait, qui offrent un niveau de service comparable, Spotify, Apple Music, Deezer, il y en a d'autres. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, c'est intéressant parce que j'ai un accès directement à la quasi-totalité de la bibliothèque musicale disponible aujourd'hui pour une dizaine d'euros par mois, 9,99 € par mois souvent. Quand on compare ça au prix, c'est moins cher que le prix d'un seul CD que j'étais obligé d'acheter à la Fnac avant et puis que j'étais obligé d'attendre quelques jours pour écouter mon morceau de musique. Et en plus, si j'en voulais qu'un, je ne pouvais même pas acheter un seul morceau sur un CD. Donc on voit que l'intérêt pour l'utilisateur, il est énorme. On a réussi à construire des business models, notamment aussi grâce à la venue du streaming, sur ces technologies-là. La question, c'est qui va être le Spotify de la blockchain? Quels vont être les acteurs qui vont en fait réussir? Alors probablement il faudra que certaines technologies soient mises en œuvre également, et quels vont être les acteurs qui vont réussir à tirer parti du potentiel de rupture de la blockchain pour créer des services dont on n'a pas conscience aujourd'hui, qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, mais qui vont offrir une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs, un niveau de confiance élevé aux utilisateurs et qui vont permettre de créer de nouveaux modèles business. Donc ça c'est la question, on ne va pas répondre à cette question-là ni aujourd'hui ni pas dans le groupe de travail, mais en tout cas on va essayer de mettre en place les briques de base, les conditions de fonctionnement de ce type d'acteurs. Et j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute.
Monsieur le vice-président, membre du conseil d'administration, adhérent, invité distingué, journaliste, merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Couture, je suis cofondateur et directeur marketing d'une société qui s'appelle Stratum. Je suis ici avec mon collègue aujourd'hui et cofondateur François D'Orléans. Stratum est une société qui s'est fondée en 2015, fin 2015, avec une équipe assez éclectique, avec 4 cofondateurs et bientôt 8 salariés, dont avec 6 nationalités différentes. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce que nous on fait et ce qu'on apporte à l'écosystème de la blockchain, dont un certain nombre de principes ont été rappelés par Fabrice ce matin. Donc je trouve que ta présentation était assez claire, donc merci pour cette présentation. Notre monde est gouverné par des processus qui, globalement, sont gérés dans des bases de données et qui existent, pour la plupart, dans des silos. Et ce fonctionnement, en fait, c'est un système legacy qui existe depuis les années 50, depuis la création des systèmes de bases de données. Les premières bases de données sur cassettes magnétiques, qui ont ensuite évolué en bases de données en tableau, les bases de données relationnelles, avec l'invention du SQL. Et globalement, les systèmes de bases de données, même si elles ont pu évoluer en termes de scalabilité et en termes de capacité de requête, les bases de données, les systèmes de bases de données ont plus ou moins resté les mêmes depuis les années 50 lorsqu'ils ont été construites. Et ça fonctionne très bien, sauf lorsqu'on souhaite mettre en relation différentes bases de données. Le problème fondamental, comme l'a rappelé Fabrice, c'est que je ne fais pas confiance à ta donnée et tu ne fais pas confiance à la mienne. Donc on a créé tout un ensemble de business, d'acteurs, de couches pour combler ce manque de confiance entre les différentes bases de données. Donc je vais vous parler d'un exemple qui m'est propre. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis canadien et j'ai à tous les ans le privilège de demander à l'État français un nouveau titre de séjour pour pouvoir rester dans ce pays. Et dans ce process, j'ai un rôle très très important puisque je suis le tiers de confiance entre, d'une part, mon bailleur, les impôts français, la police et tout un ensemble d'acteurs publics qui me livrent des documents qui sont extraits de bases de données, qui me sont livrés sous format papier, que je dois ensuite moi-même porter à la préfecture et les livrer à une gentille demoiselle derrière une vitre qui, elle, va faire une analyse de risque sur mon dossier, injecter ces données dans sa base et, je l'espère, me permettre de rester en France encore une année. Donc dans ce processus, je suis à la fois le tiers de confiance entre les différents acteurs qui me livrent ces documents et les administrations françaises en charge de l'immigration. Et je suis aussi la couche de transport qui permet le transfert de ces documents. Donc, lorsqu'on prend un peu de recul, même en tant qu'acteur du monde du tiers de confiance, vous pouvez, certes, vous rendre compte des inefficacités du système, ou des systèmes dans notre société. Et lorsqu'on prend conscience de ces inefficacités, on se rend compte à quel point elles sont paralysantes dans notre société. Donc la blockchain, je l'espère, va faire évoluer ces systèmes de confiance qui aujourd'hui sont en quelque sorte des freins et des barrières au commerce, à l'échange d'informations, etc. Donc dans le paradigme actuel, on a une omniprésence des process et des workflows avec des systèmes qui sont fermés, qui pour la plupart existent dans des silos, où il y a une asymétrie des informations, où on doit créer la symétrie en rajoutant des couches, et une complexité de la synchronisation qu'on essaie de combler notamment avec des chambres de compensation, des protocoles informatiques comme le RDP, le XML, le JSON, et des formats ouverts et propriétaires. En quelque sorte, on est dans un espèce de paradigme défensif où chacun protège à tout prix sa donnée pour qu'elle puisse rester intégrée.
le nouveau paradigme, celui de la blockchain, je le pense, est celui de la confiance distribuée, où, comme l'a rappelé Fabrice, on a une immuabilité de la donnée, où toutes les données qui sont inscrites dans une blockchain deviennent immuables, où il y a une transparence entre les différents acteurs d'une transaction, d'un processus, différents pays, différentes administrations publiques, et où cette technologie apporte aussi une auditabilité indépendante de la donnée et des différents processus qui sont inscrits dans un smart contract, par exemple, ou dans une base de données distribuée. En somme, la blockchain fournit une preuve objective de l'existence de vos données. C'est le consensus autour de l'état d'une donnée à un instant T qui devient la preuve objective de cette donnée. Et que personne ne peut remettre en cause, puisqu'elle est prouvée par les mathématiques et par des protocoles cryptographiques que vous connaissez tous très bien. En somme, la blockchain permet le timestamping. Donc Stratum est une plateforme de développement qui vous permet d'intégrer les fonctionnalités de la blockchain dans vos applications et vos processus métiers. Notamment, notre service SaaS permet 3 fonctionnalités. Donc une première qui est la preuve d'existence. Donc on a construit un engin de notarisation de haute performance qui produit des preuves et qui certifie l'existence de données en temps réel à un instant T. Donc on inscrit des gros paquets de données dans la blockchain Bitcoin et on fournit une preuve de l'inscription de ces données dans la blockchain. On apporte aussi, je ne sais pas si on voit très bien, la preuve d'exécution de processus. Donc j'en parlais tout à l'heure avec le vice-président qui m'expliquait qu'en fait la blockchain, dans son fonctionnement, fonctionne comme la plupart des systèmes propriétaires aujourd'hui pour assurer l'archivage de données. Stratum a développé un standard ouvert qu'on appelle ChainScript qui permet d'établir une piste d'audit cryptographiquement sécurisée des différentes étapes d'un processus où différents acteurs peuvent interagir dans un process et acter l'exécution de l'étape d'un processus. Et ensuite, cette donnée, elle est sécurisée dans la blockchain Bitcoin. Et pour finir, la signature de propriété numérique. Donc les différents participants d'un processus peuvent apposer leur signature numérique pour acter l'exécution de l'étape d'un process ou utiliser ces signatures pour transférer des actifs physiques ou numériques. Donc c'est notamment les exemples qu'a évoqué Fabrice tout à l'heure avec Slockit ou d'autres transferts d'actifs qui ne sont pas forcément toujours monétaires ou qui peuvent même parfois être physiques. Donc pour finir, je voudrais remercier la FNTC de nous avoir intégrés à la pépinière de la confiance. On a très hâte de rencontrer les différents acteurs et les différents membres pour en apprendre davantage sur le métier de la confiance. Et d'une autre part, j'espère aussi pouvoir apporter notre expertise au groupe de travail de la blockchain. Merci. Bonjour d'abord toutes et à tous. Donc je m'appelle Olivier ITNU, donc je suis avocat et je dirige un cabinet que j'ai fondé à 27 ans, composé de 12 professionnels qui traitent de 3 pôles qui sont propriété intellectuelle numérique, informatique et liberté et cybersécurité. Alors j'ai donc la charge ce matin d'animer cette table ronde, dire quelques mots d'introduction dans quelques instants, peut-être après que nos intervenants, Fabrice s'est déjà fait et Sébastien aussi, donc nos 2 derniers intervenants, et puis on va ensuite dialoguer parce que je rappelle quand même que c'est un lancement d'un groupe de travail. On n'est pas dans... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est dans une conférence, mais en tout cas, on lance surtout le groupe de travail aujourd'hui. Et je vais donc demander à nos 2 intervenants restants de se présenter. À ma gauche, donc Pierre-Alexis de Vauplane, peut-être. Pierre-Alexis de Vauplane, donc ça fait plusieurs années que je travaille dans un family office. On investit tout ce qui est capital risque et capital amorçage.
Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Croissance Plus et PME Finance sur la rédaction d'un rapport sur la blockchain, même 2 d'ailleurs, dont un récent sur les enjeux de gouvernance et plusieurs recommandations que nous avons fait aux différents ministères sur l'utilisation de la blockchain. Et François d'Orléans. Je suis donc le cofondateur et CEO de Stratum, et aujourd'hui je suis là avec une double casquette, non seulement pour Stratum avec Sébastien, et en tant que représentant de l'association France BlockTech, qui va représenter l'ensemble de l'écosystème blockchain en France, auprès des ministères, des institutions, du législateur. Et c'est une association qui regroupe des startups comme Stratum, des juristes, des consultants. On est disponible par exemple auprès des ministères, auprès du cabinet Macron récemment pour démontrer des cas d'usage et l'utilité de la techno sur différentes verticales, différentes industries. Alors, notre groupe de travail qui se lance aujourd'hui, dont Fabrice et moi assurons la co-responsabilité, je remercie le conseil d'administration de la FNTC et certains de ses éminents représentants sont présents, d'avoir accepté la création de ce groupe de travail, va traiter effectivement de la blockchain. Et c'est vrai qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à très récemment, que sauf Bitcoin, c'est quand même une boule de cristal. Donc il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits. The Economist, qui est quand même pas n'importe qui, il y a quelques semaines, a fait sa une sur blockchain. Donc il se passe des choses, il faut essayer de comprendre. Et on va surtout essayer, au travers du groupe de travail, de créer, on va dire, de use cases, de cas d'usage qui ne sont pas aujourd'hui très nombreux, en tout cas ceux qui sont en production, et pour les décortiquer, pour essayer de comprendre, pour essayer aussi peut-être de prendre le train qui s'en va et donc monter à bord de la blockchain. Alors, quelques mots avant de passer la parole à Pierre-Alexis et à François, à qui je vais demander de nous présenter justement quelques cas d'usage dont ils ont connaissance et qu'ils nous les présentent de manière détaillée. Puis ensuite, on dialoguera ensemble sur... Alors d'abord, pourquoi un avocat finalement co-responsable du groupe de travail blockchain? Vous avez entendu comme moi, j'avais les mots contrat, preuve, propriété. Première remarque, blockchain n'est pas en dehors de la loi. Hein. Elle vient s'appuyer sur le système juridique existant et elle en aura manifestement besoin, parce que quand on utilise ces mots, effectivement, c'est qu'on fait référence à ce système. Alors, ça a été dit en introduction, la blockchain, c'est l'usage de technologies qui sont aujourd'hui matures. Enfin, c'est une technologie, mais qui regroupe, on va dire, des technologies qui sont aujourd'hui matures, qui sont utilisées beaucoup par les natifs, ceux qui sont natifs de l'Internet et du digital. Tu parlais par exemple de peer-to-peer tout à l'heure. Et c'est vrai que tu évoquais par exemple Napster. Alors Napster n'est pas, c'est intéressant, n'est pas illégal, je veux dire. Napster a été utilisé, puis aujourd'hui BitTorrent est utilisé, le peer-to-peer est utilisé, il est très important dans la blockchain. Le téléchargement via le peer-to-peer, parce que c'est pas la seule manière de télécharger, devient illégal à partir du moment où les contenus sont évidemment téléchargés sans autorisation des titulaires de droit, enfin des auteurs et des titulaires de droit. Donc c'est vrai que pendant 10 ans, en France, on a beaucoup parlé du peer-to-peer de manière négative, mais première remarque, peer-to-peer n'est pas une technologie illégale, même si l'Adopi en a fait son cheval de bataille. Et c'est vrai que depuis la loi d'AFSI, on a créé une de 2006, et avant le Digital Millennium Act, je crois, américain en 90, on a créé des délits spécifiques sur le peer-to-peer dès l'instant où ils sont utilisés avec l'intention d'échanger des contrefaçons. Donc peer-to-peer, par exemple, n'est pas illégal. Donc ce que je peux simplement dire en introduction, c'est qu'aujourd'hui, rien dans la loi, rien dans le droit n'interdit évidemment le blockchain, et puis qu'on est dans une dynamique qui est la suite de ce qu'on vit depuis maintenant 20 ans. Je rappelle que notre code civil Napoléon, a depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, a introduit des dispositions qui sont en titre 3 des contrats. On parle des obligations et leur exécution, de leurs inexécutions. Un chapitre sur les contrats sous forme électronique. Et que donc aujourd'hui, il y a deux manières de faire un contrat de manière totalement légale, par exemple, qui est reconnu, c'est ce qu'on a appelé double clic, le formulaire web, et puis l'échange de courriel. Que je rappelle aussi, une loi qui est très bien connue à la FNTC, la loi du 13 mars 2000,
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, qui est le cadre dans lequel beaucoup de gens ici travaillent ou ont beaucoup réfléchi ou même ont participé à l'élaboration du dispositif en pratique, donc qui est rentré en application il y a 15 ans, il y a 16 ans maintenant, oui, et qu'aujourd'hui elle a réformé le droit de la preuve, par exemple réformé la notion d'écrit. Un écrit aujourd'hui n'est plus attaché à un support, qu'il soit papier, qu'il soit électronique, on est dans l'écrit. Elle a autorisé, elle a plutôt légalisé, parce que ça existait avant, les conventions de preuve. Je pense qu'on va en parler dans la blockchain, et qu'elle a établi un principe de non-discrimination, de neutralité par rapport aux technologies, qui fait qu'un juge ne peut pas rejeter une preuve, puisque le terme a été à plusieurs reprises utilisé, qui lui est présentée et qui est issue des réseaux numériques, au seul motif qu'elle est issue des réseaux numériques et qu'il n'y a pas confiance. Il doit motiver, d'abord il peut y avoir un débat, il peut aussi ne pas y avoir de débat, et puis il peut y avoir un rejet, mais à condition qu'il soit motivé. Et donc, il faut convaincre le juge, mais tout ça peut se faire à partir de présentations, de démonstrations, à condition évidemment que tout ça soit documenté. Donc, je veux dire par là qu'il n'y a pas aucune impossibilité dans tout ce qu'on entend que la blockchain prenne sa place finalement dans la société, dans le système qui nous occupe. Tu parlais par exemple tout à l'heure de contrats. Il y a par exemple, tu évoquais, je pensais à ça puisqu'on parlait de droit d'auteur, mais les fameux DRM, les Digital Rights Management, qui en fait sont des règles qui sont posées à l'utilisation d'un certain nombre de créations numériques, on va dire. Et on peut très bien imaginer, puisqu'évidemment le contrat dans la blockchain, il sera lié à des événements qu'on va automatiser. D'une certaine manière, on va automatiser le contrat lié à des événements. On peut très bien, dans les DRM, prévoir un nombre d'utilisations, une manière d'utiliser qui va être contractualisée, qui va permettre donc de passer contrat dans le cadre de ce système et de cette technologie. Voilà, donc ça c'était un petit mot. Et puis il y a un dernier point aussi que je voulais dire, effectivement, c'est que la blockchain, je crois, et ça c'est un thème qui va être, je crois, un thème très prégnant dans les mois et les années qui viennent, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais on a quand même une emprise sur nos sociétés, notre façon de travailler d'un certain nombre de très très grandes entreprises, on les appelle les GAFA ou les GAFAM. C'est peut-être une alternative, la blockchain, effectivement, aux grandes plateformes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder avec intérêt. Voilà, donc je vais m'adresser au premier de nos intervenants, Pierre-Alexis de Vauplane. Pierre-Alexis, peut-être peux-tu nous donner un ou des cas d'usage, soit qui se préparent, soit qui sont en production, que tu pourrais nous présenter. Alors effectivement, même si aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de projets utilisant la blockchain qui sont utilisés en masse, il faut quand même rappeler que depuis 2011, plus d'1 milliard de dollars ont été investis dans des startups qui sont liées à la Bitcoin et au blockchain. Et donc c'est pas une paille, et notamment aux États-Unis. Et les Américains sont assez actifs sur ce sujet. Et donc le cas d'usage dont je voulais parler, c'était celui du Nasdaq, qui, à travers sa plateforme Link, a montré qu'il était possible de créer une place de marché pour les titres non cotés en se basant sur la blockchain. La blockchain est dans ce cas-là particulièrement utile pour toutes les activités post-marché, c'est-à-dire pour les activités de compensation et de règlement livraison. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. C'est une réflexion qui a lieu aujourd'hui en France au sein de l'initiative de place qui est menée par la Caisse de dépôt, qui rassemble la plupart des acteurs financiers. En France, on commence à rattraper ce retard, puisque le gouvernement a annoncé via le ministre de l'économie fin mars 2016 la possibilité d'utiliser la blockchain pour enregistrer des bons de caisse qui seront émis par les plateformes de financement participatif. C'est ce qui a été appelé les mini-bonds. Donc la blockchain peut être utilisée pour toutes ces activités post-marché et créer des places de marché utilisant donc des processus, comme tu le disais très justement, simplifiés, avec un registre unique, transparent, ce qui peut faciliter la tâche du régulateur, désiloté. Et ça, c'est un des premiers cas d'usage aujourd'hui visibles. François ? Tout d'abord, pour rappeler que
une blockchain, qu'elle soit publique, privée, que ce soit le Bitcoin ou une autre blockchain privée, par architecture, c'est simplement une structure de données. Ensuite, il faut disposer au-dessus des différentes couches logicielles qui vont assurer de la traçabilité. Dans le cas de Nasdaq, c'est la startup Chain qui a développé Link, cette plateforme, donc pour grosso modo faire de la gestion de tables de capitalisation en blockchain, mais c'est des couches logicielles que vous déployez au-dessus. C'est pas natif dans cette architecture de faire ces applications-là. Et ce qu'on fait avec Stratum, un des cas d'usage qui saute à l'esprit, c'est évidemment la propriété intellectuelle. Donc Stratum, comme l'a expliqué Sébastien, on a développé ce chain script qui en gros va horodater l'ensemble des types de propriétés intellectuelles que vous pouvez détenir, par exemple. C'est qu'un cas d'usage. Donc vous allez vouloir déposer votre marque et on va suivre toute la vie de cette marque, par exemple. Donc vous la déposez, vous la créez. Ensuite, vous vendez votre société, donc vous vendez également la propriété intellectuelle qui lui est attachée. Et vous allez également horodater cette vente. Donc le transfert va être lié dans ce chain script. Et nous, on va horodater tout l'historique, tout le processus. C'est pour ça qu'on parle de smart workflow ou de trusted workflow avec ce qu'on fait. Dans le sens où tout cet historique de données va être chaîné ensemble. C'est une sorte de mini-blockchain, on va dire, au-dessus de la blockchain. Ça va être chaîné ensemble, et si quelqu'un corrompt cette donnée, essaie de s'approprier votre marque, on va pouvoir être capable de dire, là, il y a eu corruption de la donnée, ou tout simplement, dans le système IT qui stocke votre vraie marque, c'est-à-dire que si l'INPI, par exemple, a une base de données en silo, c'est connecté avec la blockchain, par exemple. Et on va pouvoir dire, à un certain moment, il y a eu corruption de cette donnée, et on ne peut plus assurer la traçabilité exacte de cette donnée. Alors, c'est pas évident de se dire qu'on notarise des données dans la blockchain. Tout simplement, au sens le plus simple, une blockchain, c'est une base de données de faits. Et la blockchain porte une certaine ontologie de ce qu'est un fait. Elle le définit de trois façons, enfin, elle a besoin de trois critères. D'une part, une signature cryptographique qui va dire à qui appartient ce bien, cette marque. Qu'est-ce que c'est ? C'est une marque. Vous allez déposer une métadonnée, c'est-à-dire une empreinte unique de la marque dans la blockchain. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Bitcoin, on va déposer dans un champ l'empreinte unique de cette propriété. Et enfin, le troisième critère, c'est quand. C'est-à-dire que quand vous horodatez cette donnée, ça a une sorte de temps universel et on sait qu'à tel moment, cette propriété vous appartenait. Et quand on va faire la cession dans le chain script, quelques mois, quelques années plus tard, c'est le nouveau propriétaire qui va signer à une nouvelle date et on va savoir qu'à ce moment-là, c'est lui effectivement qui possédait cette donnée-là. La difficulté, par exemple, pour de la propriété intellectuelle ou des éléments qui sont off-chain, ce qu'on appelle des real-world assets, c'est de trouver un standard pour les notariser. Par exemple, comment on notarise un contrat d'IP, n'importe quelle forme de propriété intellectuelle. Il va falloir trouver un standard qui, en gros, va être reconnaissable dans la blockchain du Bitcoin. Parce que si je prends un fichier MP3, vous pourrez me dire c'est un certain standard, par exemple. Si je compose une musique et je le dépose en fichier MP3, il est délimité et c'est facile. Mais en revanche, le visuel de ma marque, ce qu'il contient, les différents champs, les différentes catégories, il va falloir les standardiser via un protocole ou quelque chose qui va standardiser ce dépôt-là avant de le mettre dans la blockchain. Un autre cas d'usage qui est extrêmement intéressant et qu'on traite avec Stratum, et qui est assez loin de tout ce qui est évoqué, parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus, on est en phase de proof of concept, comme on dit dessus, ce sont les essais cliniques. Alors les essais cliniques, aujourd'hui, ils ne sont absolument pas digitalisés, c'est fait sur papier, sur Excel sheet, et vous avez 80% des essais cliniques qui ne sont pas reproductibles, parce que tout simplement, il y a des erreurs de stockage de la donnée. Et vous avez aussi donc non seulement c'est pas reproductible, mais aussi vous avez un problème de confiance, d'asymétrie d'information, en général, entre le labo qui réalise cet essai clinique et l'industrie pharmaceutique qui a commandité l'essai clinique. Parce qu'évidemment, une fois que l'essai est terminé, on ne veut pas que l'industrie pharmaceutique biaise les résultats de cet essai clinique pour favoriser son médicament. Donc comment ça se passe ? Dans un essai clinique, vous avez une cohorte de 10 000 patients. Donc c'est énormément de données. Parce que cette cohorte de patients et l'essai clinique va durer 3, parfois 4 ans, avec des points de données qui sont extrêmement fréquents. Toutes les semaines, on va demander aux patients de prendre le médicament, d'enregistrer ses symptômes. Dans le cadre de ce POC qu'on déploie, on a construit pour le centre de recherche d'un hôpital parisien une couche logicielle au-dessus où le patient va se loguer avec une clé cryptographique. Ça ressemble à une clé USB. Et ça va permettre d'une part déjà d'identifier le patient. Ensuite, il doit donner son consentement. Aujourd'hui, ce consentement est uniquement donné par écrit en face à face entre le patient et le médecin qui conduit la recherche.
Là, il se connecte simplement face à son ordinateur, donc vous n'avez pas de problème de neutralité ou autre si jamais il vous laisse retirer de l'essai clinique. Et ensuite, il va enregistrer toutes les semaines, à plusieurs fréquences, les symptômes après la prise du médicament. Donc ce qu'on fait ensuite plus bas dans les couches, au niveau de Stratum, c'est d'avoir dans le chain script l'ensemble de ces documents. Donc imaginez le parcours d'un patient lors d'un essai clinique. D'une part, il donne son consentement, et ensuite, toutes les données qui sont enfilées, tous les points de données, vont être dans ce chain script qui est incassable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la donnée. S'il y a le moindre changement, la moindre virgule qui change dans le formulaire qu'on a fait remplir au patient, on va pouvoir assurer que cette donnée n'est plus valable. Et donc elle a été corrompue. Et donc non seulement on a un chain script pour un patient, mais on a ces chain scripts pour une cohorte de 10 000 patients. Donc on a un nombre incalculable de points de fin, très important de points de données, qui est heureusement incalculable. Et quand l'étude est finie, on le passe à l'industrie pharmaceutique, et elle-même ne peut plus biaiser le résultat de cette étude. Et on est capable de dire que sous ces conditions-là, l'étude est reproductible parce que la donnée est tracée. Elle est tracée d'une façon sans comparaison par rapport à une gestion sur un fichier Excel. Donc ça apporte non seulement pour les problèmes d'anonymisation de la donnée, c'est un plus, mais surtout, la vraie proposition de valeur, c'est sur l'intégrité de cette donnée, sur des études qui sont assez complexes, qui sont d'ailleurs très coûteuses aussi. Un autre cas d'usage qui peut sembler plus évident, c'est sur la logistique, et en particulier la logistique du dernier kilomètre. On a été approché par une grande compagnie de la logistique pour faire ce dernier kilomètre dans des pays en développement. En Afrique, en Inde, qui sont souvent les pays qui d'ailleurs adoptent les dernières technologies les plus disruptives en raison de manque d'infrastructures. Et le problème que vous avez dans ces pays, c'est évidemment, sur le dernier kilomètre, vous allez avoir des prestataires qui vont délivrer le colis d'un point A à un point B à un point C, et vous voulez être sûr que la livraison du paquet a été faite, et qu'elle a été faite à telle date, et on peut utiliser de la blockchain pour tout ce qui est partenariat, pour tout ce qui est business partnership, dans le sens où des partenaires qui ne se font pas forcément confiance. C'est-à-dire que si cette entreprise de logistique devait faire confiance avec les systèmes actuels à des prestataires en Afrique, elle devrait se reposer sur les dires, sur les papiers que ces entreprises émettraient. Ce qui est tout à fait discutable. Alors que dans la blockchain, en instantané, on peut donner une device à ces entreprises en Afrique pour horodater le moment même où elles ont fait cette livraison. Et que ça passe non pas sur la base de données du prestataire, mais sur un rail d'audit qui serait la blockchain. Donc là, on a un cas d'usage qui est aussi extrêmement intéressant. Aujourd'hui, le grand débat, il est sur blockchain public, Bitcoin, Ethereum, versus blockchain privé. Et c'est quoi la grande différence ? Pour simplifier, sans rentrer dans trop de détails techniques, la grande différence qu'on fait, nous, c'est que les blockchains publics, et notamment le Bitcoin, sont des réseaux de confiance. Et c'est, je pense, les blockchains publics qui, pour des acteurs de la confiance, vont vous intéresser le plus, parce que c'est des réseaux qui ont une telle inertie qu'aucune institution, aucun État ne peut les arrêter. Personne ne peut, de façon unilatérale, dire cette propriété intellectuelle, ce bien n'est pas à vous. Donc on redate de la donnée et on peut effectuer des changements d'état, comme dans mon histoire de redatage de propriété intellectuelle. Ce qu'on vend, c'est pas l'asset, c'est pas l'actif qui a été déposé dans la blockchain, mais simplement le changement d'état. À un moment, cette marque m'appartenait, je l'ai vendue, c'est Sébastien qui la possède maintenant. Je ne lui ai pas directement vendu l'actif dans la blockchain, j'ai simplement changé d'état cette propriété intellectuelle. Alors que de l'autre côté, les blockchains privées, pour des raisons, d'une part, les banques et les institutions financières vont utiliser ces blockchains-là parce qu'elles ne pourraient pas nécessairement travailler avec des systèmes qui sont complètement open source pour des raisons légales, mais aussi parce que ce sont des réseaux de transactions où on va faire qui sont complètement paramétrables et où on va augmenter la volumétrie de façon beaucoup plus importante. Et là, quand on échange un titre, un mini-bon dans une blockchain privée, c'est pas un changement d'état, c'est pas je le possédais et je l'ai transmis à quelqu'un, c'est vraiment l'actif qui va être tracé dans la blockchain. Donc d'une part, on a un changement off-chain de la confiance, dans une blockchain privée, on a un changement qui s'opère au sein de cette blockchain. Donc toute la différence est là et on va pouvoir atteindre des vitesses de settlement qui sont très très fortes. Sur certaines blockchains privées, on parle en steady state de 4000 transactions par seconde, donc on n'est pas loin des réseaux comme Visa. Et à vitesse de pic, on peut même aller jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Donc on a des vitesses qui sont très, très, très efficientes pour faire du settlement. Un cas d'usage sur les blockchains privées auxquels on pense, bon évidemment on évoque beaucoup tous les cas sur les actifs financiers, sur les bons de caisse,
sur lesquels d'ailleurs on va commencer à travailler. Mais un cas d'usage qu'on trouve extrêmement intéressant, parce que aussi c'est un marché qui est énorme, c'est les points de fidélité. Les points de fidélité aujourd'hui, c'est souvent attaché à une carte, à un hardware. Ils ne sont pas cessibles. Si vous voulez transmettre ce point de fidélité, à la limite, vous passez cette carte à votre femme, à votre entourage. C'est cette façon-là qu'on va dépenser ou échanger ces points de fidélité. Dans un système blockchain de points de fidélité, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la confiance, c'est le paramétrage, c'est la flexibilité de ce système-là. Pensez à un groupe de retail qui émet chaque jour des millions de points de fidélité, qui a une certaine règle de maturité sur ces points de fidélité, et quand on lui demande à un instant T de dire quelle est la valeur de ces points de fidélité en circulation, il est incapable de le dire. Donc à chaque fois, il est obligé de provisionner des millions d'euros pour couvrir ce risque, au cas où il serait converti en cash. Dans une blockchain, comme c'est un système d'audit par bloc extrêmement précis, on est capable de dire à un instant T, quelles que soient les règles de maturité du point, du token qui vit dans la blockchain, quel est le montant total de cette valeur. Première proposition. La seconde, c'est qu'il devient complètement cessible. Ce groupe de retail possède sa blockchain, et c'est une sorte de marketplace du point de fidélité. J'ai 20 euros de points de fidélité sur ma carte que je n'utilise absolument pas, je veux les vendre, je me connecte à la plateforme, je les vends, et quelqu'un dans le réseau les achète, comme du Bitcoin. Ensuite, c'est que c'est aussi tout à fait paramétrable, parce que maintenant, s'il y a un accord intermarque ponctuel, une offre d'affiliation entre ce groupe de retail et un autre groupe, eh ben, on va pouvoir dire X points de ce groupe de retail valent Y points de cet autre groupe. Et donc on va pouvoir faire de façon momentanée, sur une certaine fenêtre de temps, de l'affiliation entre deux marques. Ça peut être sur des produits très spécifiques. Donc la qualité de la chose, c'est qu'on rentre dans un système qui est infiniment paramétrable. Et pour conclure, pour terminer encore une fois sur Stratum, nous, la façon dont on voit notre façon d'apporter la technologie dans le marché européen, c'est d'être une plateforme de déploiement de blockchain. C'est-à-dire qu'on va être la plateforme sur laquelle les développeurs, les équipes IT des grandes boîtes vont aller et dire je veux déployer un système de points de fidélité en blockchain. Et le déploiement va se faire extrêmement rapidement, en quelques minutes. Après, il y aura évidemment un peu de paramétrage à faire. Mais on va déployer des blockchains. Il y aura des usages sur les blockchains publiques, ce qu'on fait aujourd'hui sur ce qu'on appelle le Trusted Workflow. Et de plus en plus demain, des usages sur les blockchains privées. Alors évidemment, tout ça aujourd'hui, c'est en POC, c'est en Proof of Concept. L'année de la mise en production, on pense que ce sera plutôt 2017 plutôt que 2016. 2016, c'est l'année de l'expérimentation. Et la vision qu'on a, c'est à 5 ans, peut-être 10 ans, c'est un monde avec des millions de blockchains. Il y aura des blockchains qui feront du point de fidélité, des blockchains qui feront des bons de caisse, des blockchains qui feront tel et tel type d'asset, et elles communiqueront ensemble. Et ça ne remplacera pas la base de données, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives qui sont extrêmement larges. Merci. Bon, merci François. Peut-être, oui, ça le mérite. Fabrice, peut-être un mot sur encore cas d'usage. Oui, pour rebondir sur la dernière intervention, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a toujours le cas blockchain public, blockchain privé, et puis quand on réfléchit aux cas d'utilisation, il y a deux catégories de cas d'utilisation. La création de services complètement nouveaux et aussi le fait de continuer à délivrer les mêmes services à un coût beaucoup moins important. Les cas concrets sur lesquels nous on travaille par exemple aujourd'hui, notamment dans le secteur financier, on dit que une grosse partie en fait, du coût pour opérer un service financier, c'est le coût de la réglementation. Parce que les produits deviennent de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de vérifications à faire, et puis il y a beaucoup d'acteurs qui doivent échanger des informations. Si on prend le secteur des fonds d'investissement, par exemple, on a des promoteurs, des gestionnaires, des distributeurs, des banques qui font la compensation. On a beaucoup d'acteurs qui doivent travailler tous les jours ensemble et s'échanger beaucoup de données. Chacun de ces acteurs-là doit faire un reporting réglementaire, c'est-à-dire les bases de données sont complètement indépendantes, même si à l'intérieur de ces bases de données, ce sont les mêmes informations. Conceptuellement, c'est exactement les mêmes informations qui sont dans des bases de données complètement indépendantes. Donc le reporting réglementaire, c'est quoi ? C'est aller essayer de lire ces bases de données, faire un rapport que je vais donner aux législateurs, aux régulateurs, pour dire voilà l'état de ma base de données, vous pouvez voir qu'elle est en conformité avec la réglementation. Et ensuite, il y a les auditeurs qui coûtent aussi un petit peu, qui doivent dire que les rapports qu'ils ont effectués, ils vont voir que, ah ben oui, effectivement, c'est ce qui est bien dans la base de données, c'est ce qui est également dans le rapport qui a été donné à l'auditeur. Si on pense à un monde, en fait, où toutes ces informations sont... Et il y a encore un troisième acteur, ce sont des gens qui font la compensation, qui vérifient, en fait, qui font du clearing ou du settlement, qui vérifient que ce qui est dans la base de données de M. X est conforme avec la base de données de M. Y, c'est-à-dire que les informations correspondent bien entre elles et que les comptes sont équilibrés dans toutes les bases de données. Il y a des acteurs qui font que ça comme métier. Si, en fait, on suppose que ces acteurs-là, autour, par exemple, du secteur des fonds d'investissement, travaillent ensemble et puis diffusent les informations dans la blockchain,
que le régulateur a accès directement à cette blockchain-là, eh bien, en fait, le reporting réglementaire, il n'existe quasiment plus, puisque, en fait, on peut faire un outil qui permet au régulateur d'aller consulter la blockchain et puis voir que les transactions qui ont été effectuées sont conformes à la loi. Et les auditeurs, le travail des auditeurs, en tout cas celui qui consiste à vérifier que le reporting est conforme au contenu de la base de données, il n'y en a plus besoin non plus, puisque par nature, c'est conforme, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la blockchain ne peut pas être modifiée, et en fait on considère qu'à partir du moment où un fait est dans la blockchain, il est prouvé comme étant valide. Donc là ce sont des cas d'utilisation, ce ne sont pas des nouveaux services, ce sont les services qui sont actuellement prestés, mais les faire en utilisant la blockchain permet de très sensiblement diminuer les coûts d'opération en fait, de ces services-là pour les acteurs en présence. C'est un autre cas d'utilisation concret. Alors maintenant, la parole est à tout le monde. Et donc, peut-être si vous posez votre nom, la société, qu'on sache. Voilà, merci. Bonjour, merci à tous pour cette excellente présentation. Je suis Emmanuel Michaud de l'Imprimerie nationale. Est-ce que, Monsieur d'Orléans, vous pourriez préciser ce que vous avez préconisé en termes de gouvernance de ces blockchains qui sont effectivement à des points clés de compréhension et d'acceptabilité finalement? De gouvernance, vous voulez dire quelles sont les législations à mettre en place ou quel type de nœuds peuvent gérer une blockchain? Ce qu'on appelle les mineurs dans une blockchain, c'est-à-dire ceux qui font les calculs, pour faire simple, sont des organisations qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas où elles sont localisées. Elles sont identifiées par leur adresse IP. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une adresse IP et comment on peut s'en servir. Donc voilà, c'est qui ces acteurs? Est-ce que les législateurs s'intéressent à ces sujets-là ou est-ce que ça va être un système complètement, entre guillemets, libertaire où on va laisser faire en espérant que la masse arrive à maîtriser le fait que 51% de la puissance de calcul ne soit pas captée par un acteur malveillant? Alors il y a deux mondes relativement différents entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Et ça découle des propriétés même de qui sont les nœuds qui protègent cette blockchain ou qui exécutent les transactions. Dans la blockchain publique, Bitcoin, exemple canonique, la force de ce réseau, son inertie, sa puissance de calcul, le fait que théoriquement si on a 51% de la puissance de calcul du réseau, on puisse commencer à mettre des transactions corrompues, cette puissance de calcul vient du fait même qu'il y ait des mineurs qui rentrent dans un marché libre. C'est-à-dire que les mineurs qui rentrent aujourd'hui dans le Bitcoin sont intéressés, et c'est un calcul rationnel de leur part, de se dire je vais miner du Bitcoin et à un certain moment, par l'élévation du cours du Bitcoin, je vais être rémunéré pour toute la puissance de calcul que j'aurais mis au service de ce réseau-là. Donc on est évidemment dans un marché où il y a une forme d'anonymat sur les mineurs. Ils viennent, ils sortent, et c'est la force même du Bitcoin, et c'est ce qui a fait sa croissance, c'est-à-dire de 0 à presque 7 milliards de market cap aujourd'hui, en un peu moins de 9 ans. Donc, on a dans un cas où on veut vraiment de la confiance, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on parle de réseaux publics comme trustless, dans le sens où tout est, comme ça a été rappelé, la confiance est dans les algorithmes, dans l'architecture. On n'a pas besoin de se faire confiance. J'ai pas besoin de vous faire confiance pour effectuer une transaction entre nous. C'est dans l'algorithme que la transaction a été effectuée. Donc, si on veut stocker de la propriété intellectuelle et des choses qui nous sont très chères, et bien justement, on va se baser sur la puissance de calcul du réseau et paradoxalement sur l'anonymat de ces mineurs pour sécuriser le réseau. C'est parce qu'ils peuvent rentrer et sortir, qu'ils font leur propre arbitrage rationnel, en gros c'est un marché, qu'on peut avoir cette confiance-là. C'est parce qu'ils apportent cette puissance de calcul. Ça c'est la première partie. A l'inverse, les blockchains privées, c'est des nœuds qu'on va donner. Par exemple, dans le cas des points de fidélité, on va ouvrir un nœud pour ce groupe de retail. Il va avoir un droit d'écriture sur cette blockchain-là. Il va avoir les règles d'émission et de burn des points de fidélité, et donc ce sera complètement à sa main d'effectuer l'écriture de ces points. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas la confiance, mais la flexibilité, dans le sens où il va pouvoir ouvrir un second nœud ou un nœud relais à une autre marque avec qui il aurait fait un accord. Et à ce moment-là, il va enregistrer tous les points et faire, on va dire, une sorte de settlement du point de fidélité dans sa blockchain. Donc c'est deux mondes relativement différents. Et au niveau où on est chez Stratum, on comprend très bien ces paradoxes qu'il y a à faire surtout aux blockchains publiques sur la confiance et comment créer de la confiance avec un réseau qui est totalement anonyme. Mais c'est justement parce que c'est un marché de la confiance, c'est-à-dire que vous venez mettre au service d'un réseau de la puissance de sécurité. Un petit témoignage juste, Alain Ducasse, énergétique, juste pour dire qu'hier j'ai essayé de déposer une licence chez Creative Commons et ils proposent déjà des blockchains en opérationnel. Monsieur? Oui, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on crée une blockchain, le début de la vie de la blockchain. On a fait la poutre, vous allez me raconter, mais comment ça commence et surtout qui la crée et quelles règles il met en œuvre. En fait, pour créer une blockchain, il faut rassembler un ensemble de protocoles cryptographiques et technologiques qui mettent en œuvre
notamment 3 choses. Le modèle de transaction, ce qu'on appelle aussi les smart contracts, le consensus, donc avec un modèle de consensus qui aujourd'hui sont nombreux, hein, le proof of work, le proof of stake, différentes variantes du proof of stake, et une base de données distribuée. Donc dans l'écosystème, je pense qu'on se met à peu près tous d'accord sur ces 3 fondements, ces 3 principes fondamentaux de ce qu'est une blockchain. Donc il y a bien sûr une volonté de vouloir créer... Alors là je parle de blockchain publique. Hein. On parle bien sûr de volonté de vouloir créer de la valeur avec cette blockchain. Donc il faut une volonté de vouloir créer de la valeur avec un réseau qui peut servir, qui soit une espèce de bien public. C'est le cas, je pense, aujourd'hui du Bitcoin et d'Ethereum notamment. Et avoir derrière cette initiative des effets de réseau pour que des gens se rallient autour de ce projet et apportent au consensus pour sécuriser la blockchain. Et puis il faut qu'il y ait finalement une utilisation. Aujourd'hui, si Ethereum et Bitcoin fonctionnent, c'est qu'il y a une utilisation, des vrais use cases qui sont développés là-dessus. Pour le Bitcoin, on parle notamment du paiement. C'est le plus gros usage de la blockchain Bitcoin aujourd'hui. D'autres cas d'usage, comme l'ont évoqué François, sont en train de se développer. Et Ethereum aussi. Donc c'est la progression d'une blockchain. Aujourd'hui, il y a pas mal de blockchains, il y en a plus de 500, qui ont très peu d'usages concrètement, qui servent qu'à la spéculation. J'en accorde très peu d'intérêt et d'importance d'ailleurs. Je voudrais aussi rajouter l'alignement des intérêts pour créer une blockchain peuvent être complètement publics, hein, et peuvent se faire de manière un peu grassroots, comme ça a été le cas avec la blockchain Bitcoin. Il y a quelqu'un qui a écrit un white paper, ça a été publié sur une mailing list, des développeurs se sont rassemblés autour de ce projet et puis on crée ce qui est devenu la blockchain Bitcoin aujourd'hui. Mais ça peut aussi être à l'initiative d'une société. C'est notamment le cas d'une nouvelle blockchain qui est en train d'arriver sur le marché des blockchains, qui s'appelle BigchainDB, qui promet de permettre plusieurs millions de transactions par seconde, avec des capacités qui approcheraient le pétabyte, où là l'ambition c'est de créer une blockchain qui n'est pas contrôlée qui n'est pas sécurisée par des mineurs anonymes, mais plutôt par une fédération de valideurs de transactions qui seraient des nœuds connus. Et donc cette fédération, vous avez parlé de gouvernance tout à l'heure, serait la fédé qui gouverne l'évolution du protocole et aussi les validations de transactions. Après, dans une blockchain privée, le use case les incentives pour créer une blockchain privée sont commerciaux. Voilà. C'est de créer une plateforme qui a de la valeur pour certains acteurs d'un marché, par exemple. Quand vous regardez ce que fait R3, c'est de créer une plateforme qui a de la valeur pour les acteurs de la banque, par exemple. On pourrait avoir une blockchain aussi qui soit utilisée par tous les non-profits, hein, les ONG, ou une blockchain qui soit utilisée par les huissiers de justice. Okay, donc là, on a une initiative qui est menée par une fédération, par des gens qui ont des intérêts communs et qui vont... Pardon ? Par les tiers archiveurs de la fédération. Par exemple, voilà. Fabrice, tu peux peut-être compléter la réponse qui vient d'être faite à l'instant sur la question de Maître Dil. Oui, éventuellement. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a deux questions. Il y a la partie technique, comment je crée une nouvelle blockchain. En fait, créer une blockchain, techniquement, c'est créer le premier bloc, qu'on appelle le bloc de genèse. Et ensuite définir aussi quels sont les protocoles qui vont permettre ensuite d'interagir et finalement quels sont les protocoles qui vont être mis en œuvre par les petits logiciels que chacun, quand on est dans une blockchain publique, que chacun va devoir télécharger pour participer à la blockchain elle-même. C'est vrai qu'il y a en fait il y a ce premier bloc et ensuite la technologie peut être, par exemple la technologie aujourd'hui Bitcoin, il y a d'autres monnaies qui utilisent exactement la même technologie, exactement les mêmes protocoles, exactement le même consensus, etc. Mais simplement le premier bloc est différent, c'est juste un autre premier bloc qui a été créé.
Et ensuite, la vraie problématique, cette problématique technique-là, aujourd'hui, elle est connue, elle est maîtrisée. Des acteurs comme Stratum permettent de décharger les gens qui veulent utiliser la blockchain de cette partie technique-là. La vraie problématique, c'est le foisonnement et le déploiement ensuite de la blockchain. Comment faire en sorte que suffisamment d'acteurs qui aient un intérêt commun dans l'utilisation de la blockchain puissent se raccrocher au système et puis le faire grandir. Merci. D'autres questions? C'est la blockchain des avocats. Maître Odile, Maître Caprioli. Merci. Donc moi là, je parle en tant que vice-président de la Fédération des tiers de confiance. Je suis avocat, bien évidemment. J'ai quelques petites remarques à formuler, mais plutôt pour le groupe de travail. Parce qu'on a parlé un petit peu de tout et de beaucoup de choses. Et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, quand on me parle de cession de marque, je veux bien entendre la cession de marque, ça se fait grâce au blockchain, mais je rappelle quand même qu'il y a un registre qui existe pour l'opposabilité vis-à-vis des tiers. C'est l'INPI qui gère ça, donc c'est un produit blockchain effectivement destiné à l'INPI. Et je crois qu'il faut bien distinguer les modèles commerciaux qui ont été évoqués, qui étaient géniaux, hein, c'est-à-dire logistique, médicale et autres, de certains modèles comme cession de marque, brevet et autres. Il y a un registre spécial à l'INPI, donc c'est à l'INPI de faire le bloc. Deuxième observation, quand on parle d'héritage et autres, je rappelle que le Code civil, article 1108-2 du Code civil, interdit la dématérialisation par acte sous seing privé. Donc là, il faut s'adresser au notaire. Et troisième observation, et qui est importante, c'est que quand on est dans le Bitcoin, Fabrice l'a très bien dit, hein, on perd la clé, on a tout perdu, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans les clous du Code civil des articles 1316.1, 1316.4, futur 1366, 1367, à partir du 1er octobre 2016, parce que tous les textes prévoient l'identification. À partir du moment où je n'ai pas cette identification et que je me situe dans un anonymat, eh bien, il faut que je sois dans un cadre de consensus. Et comme l'a très bien rappelé Olivier, on peut, par le biais de conventions de preuve, organiser tout ça dans le cadre de blocs privés ou de blocs, je dirais, avec un nœud maîtrisé. Mais si on est dans le public, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a des obstacles légaux, mais ça, c'est juste à la volée en écoutant les interventions. Et ce que je voulais dire, plutôt pour le groupe de travail, c'est qu'il faudra bien serrer ce qui relève des cas d'usage, j'allais dire, réservés, des cas d'usage, j'allais dire, commerciaux, c'est-à-dire concurrentiels, c'est-à-dire un certain nombre de sujets que vous allez adresser. Merci. Merci, et on compte sur toi pour le groupe de travail. Hein. Donc, voilà. Monsieur. Je n'ai pas de micro, mais je pense que ma voix est suffisamment forte. On va griller son nom, Ce qui a lieu dans une transaction Bitcoin, soit elle est le reflet d'une transaction extérieure, et dans ces cas-là, comme s'il n'est qu'un reflet d'une transaction extérieure, on peut juridiquement se plaindre. En revanche, si jamais c'est une transaction qui a été réalisée dans la Bitcoin, il me semble que les reproches juridiques sont limités. Alors, je mettrais quand même une réserve. Évidemment, il y a l'auteur de la fraude, donc il y a quelqu'un, quelque part, qui est responsable. Alors, j'ai envie de retourner à la question. Aujourd'hui, vous êtes attaqué sur votre système d'information et on décèle une adresse IP qui vient d'Ukraine. Vous vous retournez contre qui? Non, mais il y a une partie... C'est la question de... Oui, non, mais il y a une partie gendarmerie de voleur, c'est évident. Le voleur, bon, il est devant, le gendarme est derrière, mais il y a forcément le moyen de tracer et de remonter, même si en pratique... ce sera, vous savez, les taux d'élucidation, il ne faut pas le répéter, mais les taux d'élucidation sur les attaques que je viens de citer, que je une attaque simple, hein, une attaque directe, aujourd'hui, ils ne sont pas loin de zéro. Hein. Donc, il faut... c'est normal, le gendarme, le voleur est devant, le gendarme agit. Quand je dis pas loin de zéro, quand je parle de l'adresse IP ukrainienne, hein. Parce que les frontières existent encore pour les systèmes judiciaires, il faut trouver des traducteurs pour agir en Ukraine, il faut que l'autorité publique ukrainienne réponde, voilà. Donc le problème que vous soulevez, je pense qu'il n'est pas nouveau, même dans le cadre de la blockchain, c'est pas nouveau. Il n'y a pas effectivement de maître du système auprès de qui vous pouvez vous retourner. J'attire votre attention sur le fait que le problème, il a été aussi connu pendant 10 ans
avec les problèmes de téléchargement, puisque les téléchargements par peer-to-peer, avec par exemple BitTorrent aujourd'hui, vous avez un système qui est totalement décentralisé, pas de serveur central, et pourtant on sait aussi retrouver, pas le fournisseur de l'outil, mais on sait retrouver les auteurs de téléchargement. Donc le problème que vous soulevez, je ne minore pas, il n'est pas du tout mineur, mais en théorie, il y a toujours possibilité, je pense, de jouer la partie de gendarmerie de valeur. Maintenant, est-ce qu'elle va être gagnée? Ça, c'est autre chose. En fait, tout ça, ça dépend aussi de... Si on parle, par exemple, du vol de Bitcoin, comme ça, c'est un cas concret. Je me suis fait voler mes Bitcoins et je sais même qui me les a volés. Bon, voilà. C'est pas si évident, parce qu'en fait, il faut savoir déjà, si je suis en France, pour la France, c'est quoi des Bitcoins? Je trouve que la France, il me semble, a reconnu que c'était un bien numérique. Alors, quelle est la valeur de ce bien numérique-là? Si je crée, on a dit que je pouvais créer une blockchain, je vais créer le Fabrice Croiseau Coin, et puis je vais lui attribuer une valeur très importante, et je vais dire qu'on me les a volés. Bon, il est évident que là, je ne vais pas pouvoir demander beaucoup de dommages et intérêts. Sur le Bitcoin, en Chine, par exemple, le Bitcoin n'est pas reconnu comme quoi que ce soit. Donc, l'État chinois, en fait, ne va pas dire si un Chinois s'est fait voler pour l'équivalent d'1 milliard d'euros de Bitcoin, comme le Bitcoin est interdit et pas reconnu, en fait, il ne va pas pouvoir se retourner, il ne va pas pouvoir, en tout cas, invoquer un pouvoir public, un juge chinois pour récupérer ces bitcoins, parce que pour le droit chinois, ça n'existe pas, les bitcoins. Donc c'est vrai que quand on est dans des systèmes en fait, où il n'y a pas de contrepartie, là il y a une contrepartie parce qu'il y a un cours de change, mais en tout cas où le bien est purement numérique, purement créé, existe uniquement à l'intérieur d'une blockchain et n'a pas de reflet dans le monde réel, c'est pas, la question n'est pas si évidente. Ça dépend de la reconnaissance par chacun des pays, de la nature en fait de ce bien, de cette pièce électronique-là. Alors 2 questions encore, monsieur. Il y en a plus là, mais bon, voilà, monsieur. Oui, allez, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, Fabien Astic, je travaille pour une start-up dans un des verticaux qui est l'éducation. Il faudra qu'on parle avec Emmanuel. Et l'idée, c'est d'émettre des certificats, des diplômes dématérialisés sur ce vertical-là. C'est des questions très pratico-pratiques. Premièrement, Fabrice, vous avez dit que je ne pouvais pas refuser de l'argent de la mafia pour ce qui est de Bitcoin. Un diplôme, c'est donner un individu donné. Dans la technologie, est-ce qu'il est possible de ne pas donner son diplôme, ou de le refuser? En tout cas, est-ce qu'on peut mettre un point final à la chaîne de transaction? Donc vous voyez que je pars de très loin dans la technologie. Deuxièmement, est-ce qu'on en est au balbutiement de ce système-là, que ce soit historique ou même géographique avec les nombres d'utilisateurs? On a déjà des bases de données de 66 gigabytes. Donc est-ce qu'il y a des calculs qui existent pour dire, oh là là, si un jour tout le monde s'y met de partout, on n'arrivera jamais à tout stocker? Et donc d'oublier ce qui s'est passé avant. Et j'avais une troisième question que j'oublie, mais déjà la première m'intéresse. Alors très rapide. Donc, c'est vrai que le cas des diplômes est un cas intéressant parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas régulé complètement. En fait, il n'y a pas un registre central des diplômes comme il y a un cadastre pour les propriétés. Donc, en fait, c'est un cas qui est bien adapté à ça. Ensuite, bon, là, pour le coup, pour répondre en fait à votre question, on ne va pas pouvoir y répondre rapidement. Ça dépend de la modélisation que vous faites en fait du transfert de la propriété et du transfert de l'action, du transfert de propriété du diplôme de l'émetteur qui est l'école en fait qui la donne à un moment donné à un étudiant qui a réussi son diplôme. Donc là il y a plusieurs types de modélisation possibles. Si le type de modélisation le plus simple imaginable, c'est-à-dire une transaction sur une blockchain Bitcoin où j'envoie en fait, j'associe à une transaction Bitcoin le transfert d'une propriété des diplômes et en fait je contrôle que c'est un vrai diplôme parce que je sais que l'adresse émettrice elle est bien possédée par l'école par HEC, par exemple, là, la personne ne peut pas refuser le diplôme. Ensuite, il y a un moyen quand même avec des blockchains un peu plus élaborés ou en construisant sur les blockchains actuelles, de refuser ou en fait de faire accepter la transaction par le récepteur. Mais en tout cas, on a toujours moyen de faire des transactions de plus bas niveau, en fait, qu'on ne peut pas refuser. En tout cas, si on parle de la technologie blockchain mise en œuvre par Bitcoin aujourd'hui, par exemple. Mais est-ce que je peux donner mon diplôme d'HEC à quelqu'un ? Ce qu'il ne faut pas mélanger, je rappelle l'introduction, la blockchain c'est une techno. Ne mélangeons pas et ne confondons pas la technologie et les usages que l'on peut faire de la techno. D'accord ? Internet c'est une techno, Internet on peut faire des choses autorisées, des choses interdites avec. Donc là, il faut remettre le sujet à sa place, on ne peut pas répondre à toutes les questions sur tous les usages.
Alors une dernière question, oui. Une question pour Monsieur de Vauplan. J'ai cru comprendre en introduction que vous avez participé à l'élaboration d'un rapport faisant des recommandations au pouvoir public. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore lu ce rapport, est-ce que vous pouvez synthétiser, l'exercice n'est peut-être pas facile, en quelques secondes ou quelques minutes, les principales recommandations et peut-être même faire un pronostic sur les chances qu'elles soient retenues? Bon, il y a eu 2 rapports. Le premier, c'était sur les fintech et la blockchain, et c'était une description de ce qu'était la blockchain. Et la première recommandation était de dire on a du retard par rapport aux États-Unis dans ce domaine, sur le domaine de la blockchain, et ce qui serait bien, ça serait que les acteurs institutionnels et les startups se mettent ensemble pour réfléchir à des cas d'usage et éventuellement des modifications de la réglementation pour accompagner ces cas d'usage. Cette proposition a été suivie puisque quelques mois plus tard, la Caisse des dépôts a créé une initiative de place avec la plupart des acteurs financiers, assurances, etc. et des startups pour établir des cas d'usage. Et aujourd'hui, on est en train de les construire et en train de réfléchir à des évolutions de la réglementation. Ça, c'est le premier rapport. Le deuxième rapport, qui a été publié fin mars, était sur les enjeux de gouvernance de la blockchain et reprenait effectivement ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire que les pouvoirs publics s'inquiètent de la blockchain publique parce qu'aujourd'hui, l'image qui est de la blockchain publique, c'est que personne ne peut la maîtriser et qu'on peut se retourner contre personne si jamais, en gros, il n'y a pas de grand maître donc, de la blockchain publique et que les blockchains privées, à l'inverse, sont plus rassurantes pour les pouvoirs publics parce que maîtrisés, parce qu'il y a un intermédiaire, il y a une personne avec laquelle on peut communiquer. Nous, notre proposition, elle était double. La première, elle était sur le fait que aujourd'hui, l'État doit donner un signe réglementaire pour pouvoir permettre des cas d'usage, et en particulier dans tout ce qui était règlement livraison. Donc nous proposions notamment d'autoriser l'enregistrement de titres financiers dans la blockchain et que c'était au régulateur de décider quelle blockchain était valable ou pas pour le faire. Sachant que nous, on est assez agnostique sur le type de blockchain. Ensuite, que le gouvernement, pour les blockchains qu'il décide également, donne une force juridique aux transactions qui sont réalisées au sein des blockchains. Sur la deuxième partie, sur la partie force juridique, vous imaginez bien que le gouvernement n'a pas forcément accepté, parce que c'est un sujet compliqué. Néanmoins, on peut très bien imaginer que dans quelques mois, quelques années, quand on aura des preuves, quand on aura des startups qui auront réussi à faire des cas utilisés en masse, la loi va être modifiée. Et voilà en substance des rapports. Bon, dernière question courte, s'il vous plaît, et à voix haute. Ludovic Spagna, je travaille pour un média en ligne One Square. Alors vous avez en partie répondu, mais c'était toujours sur l'utilisation financière de la blockchain. Si vous deviez rapidement évoquer les principaux points de blocage en fait, qui empêchent d'aller un peu plus loin dans l'utilisation financière de la blockchain, est-ce que c'est surtout les questions de confiance, d'anonymat? Est-ce que la blockchain privée résout déjà certaines questions? Est-ce qu'elle pose des problèmes? Voilà, très rapidement, les points de blocage. Rapidement, alors sous contrôle, parce que je ne suis pas non plus l'expert financier sur ces domaines-là, je crois que Fabrice la connaît beaucoup mieux, mais il y a une question de nombre de transactions qu'on peut réaliser par seconde. Par exemple, il est évoqué que sur Bitcoin, initialement, on peut réaliser environ 7 transactions par seconde, que si on modifie le nombre de blocs, de transactions par bloc, on peut arriver à 150, que par d'autres moyens, on peut augmenter ce nombre de transactions par seconde. Donc il y a une question technique, une question de nativité aussi, comme Stratum le disait, c'est que tout le monde ne peut pas utiliser de manière simple la blockchain et qu'il faut avoir des couches intermédiaires pour pouvoir l'utiliser, et puis enfin des questions réglementaires, comme nous avons été évoquées tout à l'heure. Merci. Donc on met fin à cette session ce matin de lancement de ce groupe de travail. On vous invite évidemment à nous rejoindre à la première réunion qu'on va fixer avec Élodie. Merci de votre attention et tout le monde reste à disposition. Merci.